Donc je voulais remercier de m'avoir invité sur ce thème qui est ô combien délicat et traité de manière tendancieuse par différents médias. Donc la Russie, comme dirait l'autre, c'est une vaste question. Donc le thème de ce soir, c'est Poutine au cœur du piège ukrainien. Entre parenthèses, enfin pour remarque, Poutine au cœur du piège ukrainien, c'est le titre de mon dernier bouquin que je viens de publier en mars 2024, donc qui s'intitule Poutine au cœur du piège ukrainien. Donc c'est le thème de la conférence de ce soir. Donc je vais développer, comme vous le voyez sur le plan détaillé, cette date pour bien voir comment le piège tendu à Poutine a été construit. Donc il y aura 7 dates, en fait, donc 7 petites parties. Et donc je vais dérouler un plan en suivant ce que vous avez sous les yeux éventuellement. Alors la première date, c'est l'implosion politique de l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, en 1991. Tout le monde s'en souvient de manière plus ou moins précise. Alors, sous l'impulsion initiale de ces républiques majeures comme la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine, la disparition finale de l'URSS est actée. Donc, par ces 3 républiques majeures, Russie, Biélorussie, Ukraine. Alors, dans cette première partie, je vais développer 2 éléments. D'abord, la démission de Gorbatchev et ensuite la transition russe qui s'est révélée désastreuse à l'issue de cette implosion politique de l'URSS. Alors, premier point, la démission de Gorbatchev, elle se déroule le 25 décembre 1991, dans une mise en scène plus ou moins théâtrale, et elle provoque en fait l'indépendance des 4 républiques soviétiques de l'époque. Il y avait 15 républiques soviétiques. L'indépendance de la Russie est actée le 12 juin 1990, donc c'était bien avant la chute finale, et celle de l'Ukraine, autre république majeure, c'est le 24 août 1991. Mais le 25 décembre, c'est toute l'URSS qui implose. Second point de cette implosion politique, c'est la transition russe. Elle s'est révélée désastreuse. Quelques chiffres. Il y a eu une chute de la production industrielle russe. Par exemple, le PIB industriel de la Russie chute de 60% entre 1991 et 1998. Donc en 7 ans, il y a une perte de 60% de la production industrielle russe, ce qui est énorme. Donc entre 91 et 98. 91-98. Donc c'est 91-98, c'est le règne de Boris Yeltsin. Poutine apparaît un peu en 98-99 et il se fait élire en 2000. Et à l'époque, il y a aussi l'espérance de vie des hommes qui flanche complètement, beaucoup moins que les femmes quand même. Les femmes semblent plus résistantes. Donc l'espérance de l'homme russe tombe à 57 ans. 57 ans, ce qui est énorme. C'est un retour en arrière. Je veux dire, pour ça qu'il y a un ressenti russe là-dessus. Il y a comme on en veut beaucoup à l'Occident d'avoir plus ou moins imposé une politique qui a entraîné la ruine du tissu industriel et social de la Russie. Et donc le développement de ce qu'on a appelé une économie mafieuse, une sorte d'économie mafieuse où l'État était plus du tout présent et que c'était la mafia qui faisait les lois, qui prélevait les profits, les impôts, etc., etc. Donc c'était une anarchie totale sous Boris Yeltsin. Donc il en découle une économie russe qui est mafieuse et oligarchique, alors qui est gouvernée par des élites oligarchiques et qui est donc privatisée durant la transition post-communiste. Et là, à l'époque, on voit apparaître ce qu'on appelait la famille de Boris Yeltsin, c'est la famille au sens de la mafia, une famille qui prend possession de la Russie, et des oligarques sous la botte de Yeltsin, etc. Donc ce sont eux, et il y a une interpénétration entre la mafia et le pouvoir politique à l'époque qui est énorme, donc sous Boris Yeltsin. Donc on observe vraiment un chaos, ce qu'on a appelé le chaos russe. Or ça m'amène justement au second point. En 1999, c'est l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, le 9 août 1999. Alors pour rappel,
Poutine a été Premier ministre en août 1999. Hein, il a été appelé par Boris Yeltsin. Ensuite, il a été président par intérim en décembre 1999. Et il est élu président de la Fédération de Russie en mars 2000. Donc il y a eu toute une montée couvée par Boris Yeltsin. Hein, ça a été plus ou moins arrangé, etc. Alors là, dans le cadre de cette arrivée au pouvoir de Poutine, je vais développer deux thèmes, la politique nationaliste et le retour de la grande puissance russe. Alors, premier point, la politique nationaliste de Vladimir Poutine s'opère en rupture avec l'ère Yeltsin. C'est-à-dire que lui, il est à cheval sur la défense de la souveraineté nationale versus soumission américaine, parce qu'autrefois, sous Yeltsin, la Russie était complètement inféodée aux directives desiderata américains. Et ça explique d'ailleurs la popularité de Poutine qui va se révolter contre tout ça, contre la perte de souveraineté nationale. Lui, il va la retrouver. Et donc, cette politique nationaliste va chercher à défendre d'abord les intérêts russes. Et là, la Russie va commencer à s'opposer aux Américains. Et là où elle peut s'opposer aux Américains, elle va le faire. Le second point de ce grand 2, c'est le retour donc de la puissance russe. Alors, Poutine, qu'on le veuille ou pas, il a accompagné quand même et permis la reconstruction politique et économique de l'État russe. C'est-à-dire que c'est un État fort. Il a reconstruit la verticale du pouvoir, qui était plus du tout ça sous Yeltsin, et enfin l'État russe peut prélever les impôts, ce qui était plus du tout le cas sous Yeltsin. C'était la mafia, une sorte de mafia, etc., en lien avec les milieux d'affaires, qui prélevait les impôts. Il y avait une dîme, et si tu payais pas ta dîme, tu risquais de mourir. Enfin, à l'époque, c'était la mafia c'était contrôlé par la mafia. La police n'avait presque aucun pouvoir. Et donc ce retour de la puissance russe est concrétisé par le retour de la croissance. Alors un chiffre qui le démontre, c'est que donc sous le règne de Poutine, on observe un taux de croissance annuel moyen du PIB, la croissance économique moyenne annuelle, de plus 7% entre 1999 et 2005. Donc au début du règne de Poutine, la Russie retrouve une certaine croissance économique. Il faut savoir que tout de suite après la chute du communisme, la Russie a connu ce qu'on appelle une croissance négative. C'est pour ça qu'elle a perdu 60%, comme j'ai dit tout à l'heure, de sa production industrielle. Et là, ça a favorisé la pauvreté, etc., la descente aux enfers de la Russie. Et on a accusé Yeltsin d'avoir vendu la Russie au diable, au capitalisme, etc., à moindre coût. Et c'est vrai que dans les privatisations, il y a peu d'enquêtes qui ont été réalisées depuis, mais il y a eu des arrangements et tout pour privatiser à 1 rouble des grandes unités, des grands trusts soviétiques, etc. Il y a eu des arrangements. C'est pour ça que Poutine a poursuivi peu à peu les oligarques qui ont trop dérivé, qui sont trop servis dans la caisse, dont le premier a été Boris Yeltsin quand même, et ses alliés. Alors donc, le troisième point, c'est la troisième date, donc chaque partie correspond à une date, c'est 2007, le 10 février 2007, c'est la conférence de Munich sur la sécurité. Ça, c'est un grand fait historique. C'est vraiment le retour de la Russie. Cette conférence, elle marque le retour de la grande puissance russe, puissance majeure mais rebelle sur la scène internationale et qui va s'opposer de front à la puissance américaine. Alors, pourquoi je cite cette conférence de Munich sur la sécurité du 10 février 2007 ? Parce qu'elle marque vraiment, Poutine prend ses repères en fait, et il va tenir un discours anti-américain. Il va en fait renouer avec la guerre froide et il va fixer des lignes rouges et qui expliqueront plus tard d'ailleurs la guerre en Ukraine. Discours anti-américain lors de cette conférence de Munich. Alors, Poutine exprime un rejet total du monde unipolaire, ce qu'il appelle le monde unipolaire, comme d'ailleurs il reprend un peu la position de l'ancien président qui est mort en 2022, Mikhail Gorbatchev, l'ancien président soviétique,
qui était pareil, qui était sur la même ligne là-dessus, c'était le rejet du monde unipolaire dominé par la puissance américaine. Et il veut donner plus de pouvoir au profit des puissances émergentes, dont la Russie fait partie, l'Inde, les BRICS, les fameux BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, etc., etc. Donc un pouvoir plus partagé. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un rejet total de l'ingérence américaine, gendarme du monde qui se permet d'intervenir là où elle le souhaite, en violant les lois internationales, et donc qui provoque des chaos, on l'a vu là en Irak. Mine de rien, sur la base d'un mensonge, il y a eu quasiment, à peu près peut-être sans doute 1 million de morts en Irak au final. Donc quand on parle de traduire Poutine devant le tribunal international, je pense que c'est quand même très malvenu de ne pas avoir traduit d'autres qui ont tué à une échelle industrielle. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce qu'a fait la Russie. Je veux dire, on a beau dire Poutine, et ce qu'on a fait, ce qui est choquant, c'est ça, c'est la réalité des chiffres. En Libye, en Irak, en Syrie aussi, en soutenant les talibans, les radicaux islamistes, contre le président arabe, Assad. C'était... Bon, ça sert à... On a appelé ça l'opposition démocrate, l'armée syrienne libre, qui est infiltrée par les radicaux islamistes. C'est quand même, c'est quand même redoutable, quoi. Enfin, ce qu'on a fait, c'est voilà, 3 petits points. Donc voilà, dans ce discours anti-américain de guerre froide exprimé à Munich, à la conférence de Munich, Poutine fixe aussi des lignes rouges et qui vont expliquer donc la guerre en Ukraine plus tard. Donc ces lignes rouges, moi j'en vois 2 grandes, c'est arrêter l'encerclement de la Russie par l'OTAN, la ceinture otanienne. C'est vrai que quand si on prend une carte, on voit bien que les bases otaniennes entourent, encerclent, etc. La Russie, n'importe qui peut constater un encerclement, une densité de bases militaires américaines anormale aux frontières de la Russie. Et donc, ce que redoute Poutine, c'est l'implantation de bases en Ukraine, etc. Voilà. La nature a horreur du vide et les bases militaires s'implantent là où la Russie recule. L'autre ligne rouge fixée par Poutine à la conférence de Munich, c'est l'extension de l'OTAN aux ex-républiques soviétiques, notamment la Géorgie et l'Ukraine. Pour lui, ça, c'est une ligne rouge infranchissable. Et donc, c'est ce qui va provoquer la guerre. Et donc là, je suis à la conférence de Munich sur la sécurité du 10 février 2007. Donc, on savait les lignes rouges depuis ce moment, depuis très longtemps. Même avant, on savait. Mais officiellement, pourquoi j'ai choisi de présenter cette conférence de Munich sur la sécurité, parce qu'officiellement, elle finit bien, elle montre bien les lignes rouges à ne pas franchir et que malheureusement, l'OTAN, sous pression américaine, a franchi allègrement en s'appuyant sur l'Ukraine, sur le piège ukrainien. Voilà. Et donc, tout est très très clair, qu'on soit pour ou contre Poutine, était autre chose. Mais il avait un discours très clair, très structuré, et exprimant les menaces. Et nous, on a occulté ces menaces, on a fait comme si de rien n'était, on a continué à enfoncer les frontières, implanter des bases militaires jusqu'au jour jusqu'au point de non-retour, donc en Ukraine. Là, on franchit un seuil jugé intolérable par Poutine, qui va décider donc d'attaquer. On n'est pas encore là. 4e partie, c'est en 2008, c'est le sommet de Bucarest de l'OTAN, les 2 et 4 avril 2008. Donc ce sommet-là, il confirme en fait le maintien d'une stratégie occidentale de marginalisation et d'encerclement de la Russie. Donc c'est acté au sommet de l'OTAN de 2008. Alors 2 choses là-dessus, on va observer à ce sommet un renforcement du leadership américain et la poursuite de l'élargissement de l'Alliance. Alors le renforcement du leadership américain, il s'opère de 2 manières. D'abord un contrôle américain accru sur l'OTAN, une OTAN qui est finalement beaucoup plus offensive, or qu'à la base c'est comme une alliance défensive. Et là elle va être de plus en plus offensive. C'est ce qui va heurter Poutine d'ailleurs. Il y a aussi un élargissement des missions de l'OTAN. C'est ce que j'appelle une OTAN globale, qui considère qu'en fait le monde, c'est son terrain d'intervention. Alors qu'à la base, je répète, c'est une alliance défensive. Et exemple,
elle intervient, cette OTAN globale, offensive, intervient au Kosovo en 99, donc notamment contre les Serbes, en Afghanistan en 2001, en Irak en 2003, en Libye 2011, si on compte les dégâts collatéraux, etc., ça fait quand même ça se chiffre en millions de morts, quoi, tout ça. Et comme je le répète, il y en a qui devraient être davantage inquiétés que Poutine devant les tribunaux, ils appellent ça le tribunal international de l'Haye, tout ça. Voilà, donc je pense qu'il faut arrêter d'avoir une lecture à géométrie variable des lois internationales qui protègent vachement les Américains, en fait. Voilà. Alors, à ce sommet de Bucarest, donc de 2008, il y a aussi une poursuite de l'élargissement de l'Alliance Atlantique. Alors, quelques chiffres, là c'est pareil, il y a toujours des chiffres intéressants à noter. L'OTAN a doublé de taille entre 1991 et 2024. Je répète, doublé de taille. Alors qu'initialement, il y avait des promesses de non-extension de l'OTAN et surtout de non-extension aux anciens alliés de la Russie. Alors tout ça, on a bien marché dessus, on s'est étendu et en plus, en provoquant Moscou, donc aux anciens alliés de la Russie, et aujourd'hui c'est l'Ukraine, etc., etc. Ça, on va y revenir. Et donc, dans ce sommet-là est aussi acté, et ça c'est ce qui provoque Poutine, c'est la future intégration de la Géorgie et de l'Ukraine à l'OTAN. C'est acté lors de ce sommet-là de Bucarest de 2008, de l'OTAN. Donc Poutine voit les pions, enfin officiellement, il voit qu'officiellement on est en train de le pousser dans ses derniers retranchements. Et il y a un truc qui va apparaître, c'est ce qu'on a appelé la révolution du Maïdan de 2014. Pour moi, je vais être méchant, mais elle a que de nom. La révolution n'existe que de nom, quoi, parce que c'était quand même une révolution diablement arrangée et financée de l'extérieur. Voilà. Alors donc, cinquième partie, 2014, la révolution du Maïdan. Alors, petit rappel, elle a été célébrée, ce qu'on appelait la révolution de la dignité. Hein, c'est la dignité du peuple, etc., qui va se révolter contre le pouvoir dictatorial, etc., etc. Le mouvement de l'Euromaïdan dure 3 mois, en fait, du 21 novembre 2013 au 22 février 2014. Donc 3 mois. Donc la révolution de la dignité. Alors je vais développer 2 éléments là-dedans, dans cette révolution. D'abord, je vais la caractériser comme un putsch anti-russe. C'était vraiment... voilà. Et cette révolution-là met en action une répression militaire féroce. Je vais en reparler. Donc voilà, révolution du Maïdan, révolution entre guillemets, et qui finalement va créer des centaines de milliers de morts. Alors, le premier point, c'est le putsch anti-russe sous verrou américain. Alors à l'époque, la révolution du Maïdan, vous aviez Victoria Nuland, les dirigeants politiques américains comme Victoria Nuland et John McCain, qui sont dans les manifestations place Maïdan et qui conteste, qui exige la démission du président à l'époque, Yanukovych, qui avait été pourtant élu démocratiquement, reconnu par l'OSCE, etc., reconnu, etc., c'était un président légitime. Et donc ce jour-là, à Maïdan, donc pour diverses raisons, la révolution, il y a eu diverses manipulations qui vont faire qu'il va y avoir une déstabilisation. Et vous avez des dirigeants américains dans la manifestation contre un président, je répète, reconnu par l'OSCE, démocratiquement élu. Il a le malheur d'essayer de prendre un peu aux Russes et un peu à l'Occident, aux Américains. C'était un pragmatique. Il n'était pas que pro-russe, il était légèrement pro-russe, mais il n'était pas idiot. Il voulait manger des 2 côtés. C'était donc Viktor Yanukovych. Donc c'est un putsch anti-russe, le Maïdan. Alors, je vais pas trop parler des détails, hein, mais il y a donc des manifestations qui grossissent, et qui, en fait, elles sont déstabilisées parce que j'ai remarqué, c'est toujours le même modèle. Quand on veut déstabiliser un pays autoritaire, on fait en sorte qu'il y a des manifestations populaires et on fait en sorte que ces manifestations-là soient déstabilisatrices pour le pouvoir qui n'a pas l'habitude de gérer un mécontentement populaire. C'est ce qui va se passer donc en Ukraine. Et j'ai remarqué, il y a un truc incroyable, c'est qu'à chaque fois, on utilise des snipers.
Que ce soit en Libye, en Syrie, pareil, on a essayé de déstabiliser Assad en plaçant chaque fois dans des manifestations des snipers qui tiraient à la fois sur les policiers et sur le peuple qui manifestait. Comme ça, les policiers croyaient qu'en face, ils étaient armés, ils tiraient, et en face, c'était pareil. Et systématiquement, sur des hauts bâtiments, on place des gens avec des trucs, des fusils ultra modernes, hein, c'est pas payé au SMIC, hein, c'était des trucs, des gens très, très bien formés, très bien préparés à chaque fois, et qui tirent donc des deux côtés pour déstabiliser le pouvoir, et ça marche. Ça marche tellement que il y a Viktor Yanukovych, le président de l'époque, doit fuir, et donc l'Assemblée vote sa destitution aussitôt. Je veux dire, ça a été très rapide, sous pression américaine. Dans quelques jours, un président élu est mis à la porte, et puis donc il y a un putsch. Je veux dire, c'est assez dingue, avec une présence américaine féroce. Hein. C'est objectif, quoi. Et donc cette fuite de destitution de Yanukovych, c'est le 22 février 2014. Il faut bien retenir cette date-là. C'est là où Poutine va commencer à se fâcher. Et il n'y a pas que Poutine qui va se fâcher, il y a aussi le Donbass. Le Donbass, la région russophone de l'Est de l'Ukraine, qui est peuplée donc de Russes, enfin en grosse partie en tout cas, qui est russophone. Donc le Donbass va se révolter contre ce putsch, parce qu'elle ne reconnaît pas ce putsch qui place un pouvoir illégitime, enfin a priori illégitime, enfin, qui renverse son président élu. On ne sait pourquoi, il y a la raison invoquée, c'est la corruption. Et comme je disais souvent, c'est que si on devait renverser tous les présidents corrompus, il y aurait peut-être la terre entière. Je veux dire, voilà, sans ironie. Hein. Donc c'était bon. Ouais. Donc voilà, donc en fait la révolution du Maïdan, elle est marquée par un putsch anti-russe, et donc sous verrou américain. Hein. Il est bien canalisé, le coup d'État est bien canalisé. Donc avec la présence ouverte des Américains, des dirigeants américains, etc. Il y a la CIA, etc. Et pour rappel, la CIA depuis 2014 a implanté 12 bases militaires en Ukraine. Ça a été tenu secret depuis, mais voilà, on commence à découvrir que les Américains ont très vite placé leurs pions et les contrats dollarisés, ce qu'ils font aujourd'hui d'ailleurs en Ukraine. Pour l'après-guerre en Ukraine, il faut savoir que les firmes multinationales américaines ont déjà placé leurs contrats pour la reconstruction de l'Ukraine, au détriment toujours des mêmes marionnettes françaises, etc. Donc ils ont déjà partagé le marché. Pendant qu'il y a la guerre, ils discutent entre eux voilà, avec le président, comment il s'appelle, c'est Zelensky, qui ouais. Donc comment? Il n'a pas été réélu. Normalement, il n'est pas illégitime actuellement. Zelensky, justement, il est pas bête. Il y avait des élections qui étaient prévues, il a tout supprimé. Il a dit à cause de l'état de guerre. Donc il a ni présidentielle ni législative. Mais le truc, c'est qu'en fait, moi, je sais qu'il y avait le militaire, là, je sais plus comment il s'appelle. Il avait 70% de popularité. Il y avait des sondages qui avaient été faits. Zelensky aurait été laminé s'il y avait eu des élections. Je pense que c'est plutôt ça. C'était le militaire là qui a été placé, je sais pas comment il s'appelle, qui était très populaire là à un moment en Ukraine là, qui a été un peu mis c'était lui qui menaçait trop Zelensky. Donc Zelensky décide à supprimer les élections dans un grand silence médiatique de l'Occident. Donc en fait, il y a une sorte de dictature de fait. À quand les prochaines élections, parce qu'il vient de supprimer celles qui devaient venir. Donc, advienne que pourra, quoi. Je veux dire, quand on parle de Poutine dictature, il y en a qui devraient se regarder dans la glace. Oui. Voilà. Donc ce pouvoir issu du Maïdan, donc, il mène en plus une répression militaire féroce dans le Donbass. Hein. Notamment, il y a ce qu'on a appelé officiellement, ce que le régime ukrainien a appelé une opération antiterroriste. Officiellement, il appelle ça comme ça. Le 15 avril 2014, qui commence le 15 avril 2014. C'est là où la guerre civile prend une autre dimension en Ukraine. Où là, il choisit vraiment l'option militaire pour mater les rebelles du Donbass qui ne reconnaissent pas le coup d'État. Donc, au lieu de parler et de négocier, on choisit la force, la mort, quoi. En fait, c'est ça, au final. Parce que ça va faire beaucoup de... Parce que ça va faire beaucoup de dégâts.
Donc l'opération antiterroriste, donc qui débouche donc sur une guerre civile qui oppose l'Est pro-russe, en gros, hein, pour schématiser, l'Est pro-russe à l'Ouest pro-européen. Donc il y a vraiment une frontière, il y a une guerre civile donc qui commence. Et donc face à ce chaos qui est en train de se faire, qui ruine l'Ukraine, il y a eu des accords, des tentatives d'accord pour réintroduire la paix. C'est ce qu'on appelle, je pense que tout le monde en a entendu parler, c'est les accords de Minsk, les fameux accords de Minsk de 2015. En fait, il y en a eu 2 accords de Minsk. Bon, c'est inutile de descendre dans les détails. Ces accords donc visaient à privilégier le dialogue pour instaurer la paix en Ukraine. Il y a eu Minsk 1 en 2014 et Minsk 2 en 2015. Or, les accords de Minsk, c'est quoi globalement, pour résumer? C'est d'abord un compromis de paix, et ensuite, c'est une reconnaissance du statut spécial du Donbass qui est russophone. Donc, un compromis de paix, donc entre les belligérants. Alors, dans ce compromis de paix, on retrouve la France, l'Allemagne et la Russie comme garants du cessez-le-feu. Et il y a aussi dans le cadre de ce compromis un accord pour une Ukraine neutre et hors OTAN. Donc c'était les principales revendications de Poutine qui ont provoqué d'ailleurs sa guerre plus tard, la guerre, hein, qui n'ont pas été respectées. Donc accord pour une Ukraine neutre hors OTAN. Deuxième élément des accords de Minsk, c'est la reconnaissance d'un statut spécial pour le Donbass. Mais dans le cadre de l'Ukraine, donc à l'époque, on acceptait, les pro-russes acceptaient de rester dans l'Ukraine. Poutine était content de cet accord d'ailleurs. Il y avait une reconnaissance de la spécificité russe, de l'identité russe du Donbass, mais dans le cadre de l'Ukraine, tout était bien. C'était viable. Donc, en fait, dans le cadre de ce compromis et de cette reconnaissance du statut spécial du Donbass, il y a une reconnaissance de l'identité russe du Donbass. Et il y a aussi, ce qu'il faut souligner, c'est des accords pour de nouvelles élections régionales, pour donner un statut, une autonomie, un gouvernement spécial, un statut autonome au Donbass, comme nous on a en France, en Corse, etc., etc. Donc c'était acté, tout ça c'était viable. Et pourtant ça va éclater. Tout ça va éclater. Et c'est ce qui va d'ailleurs provoquer la guerre. Excusez-moi. Qui a provoqué la guerre. Donc on y arrive, la guerre. Alors c'est mon septième point. Septième point, c'est la fameuse offensive russe en Ukraine, 24 février 2022, c'est ce qu'on a appelé l'invasion russe. Donc moi déjà, première remarque, j'ai toujours l'esprit critique en tête, c'est que comment considérer que c'est une invasion quand 150 000 hommes pour un pays de la surface de l'Ukraine, 150 000 hommes, en fait, il y avait quasiment 100 000 soldats. Le reste, c'était des administratifs. Donc, 100 000 hommes envahir l'Ukraine, ça tient pas debout, quoi. Donc, on a vendu ça comme une invasion. Non, c'était pas du tout une invasion. Par contre, c'était autre chose, effectivement. J'ai à peu près retrouvé ce que cherchait Poutine, là, je vais vous le présenter. Donc, cette offensive russe, elle résulte en fait d'une provocation ukrainienne sous supervision américaine. Il faut bien voir que la guerre n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu cette accumulation de provocations qui ont poussé, après, c'est pas pour justifier une guerre, on ne justifie pas. Moi, j'explique, je suis scientifique, j'explique ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a poussé Poutine vraiment à intervenir. Et moi, je suspecte les Américains d'être là derrière. Parce qu'au final, j'ai les chiffres qui montrent que les principaux gagnants de cette guerre, ce sont les Américains. Ils gagnent vraiment sur tous les plans. Ils avaient... Voilà, après, moi, c'est ma position, mais... c'est comme ça. Donc, c'est une provocation ukrainienne sous supervision américaine et qui vise à attirer la Russie dans un piège. Donc le piège, il marche. Il marche bien parce que finalement, la Russie, elle attaque le 22 février, donc c'est ce qu'on a appelé l'invasion. Alors tactiquement, je vous dis, moi, je n'appellerais pas ça une invasion, mais bref. Poutine a voulu, en fait, je vais revenir rapidement là-dessus, mais en fait, Poutine a voulu, d'une part, intervenir dans le Donbass pour protéger d'une attaque imminente de l'armée ukrainienne contre le Donbass, qui s'était massée au bord, etc.,
quelques jours avant. Il y avait une attaque ukrainienne qui était prévue. Et il y avait d'autres choses, donc je vais en parler. Voilà, il y avait aussi un document officiel qui stipulait qu'en gros, il y aurait, on va enterrer les accords de Minsk pour la paix, et en fait, on va suivre le desiderata américain pour provoquer la Russie à intervenir. Donc voilà. Mais surtout, il y a un document officiel. Donc je vais en parler rapidement. Donc cette offensive russe du 24 février. Elle a lieu pourquoi ? Parce que d'abord, il y a dans le premier point, je parle d'une menace militaire ukrainienne imminente contre le Donbass. Imminente. Alors, moi, mon défaut, c'est de chercher, d'aimer chercher, voilà. J'adore trouver l'introuvable, mais des fois, on arrive à le trouver. Et en fait, je suis tombé sur un document officiel qu'on a appelé la charte de partenariat stratégique de novembre 2021, je crois que c'était du 10 novembre 2021, c'est une charte de partenariat stratégique américano-ukrainienne. En fait, cette charte-là spécifie officiellement qu'ils vont reprendre le Donbass par la force. Autrement dit, qui violent allègrement officiellement les accords de Minsk. Donc, vous avez une charte officielle qui est signée donc je répète, le 10 novembre 2021, qui disent on va attaquer le Donbass. En gros, c'est ce que dit. Donc Poutine, qui n'est pas idiot, même si cette charte a été peu médiatisée, à un moment, il est au courant de ça. Donc c'est le premier signal, il y a quelque chose qui va se préparer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a autre chose qui vont le décider à intervenir. Il y a 3 éléments que j'ai repérés, donc en cherchant un peu. Et donc ce qui, à mon avis, ont décidé Poutine à attaquer, c'est que d'une part, dans la région du Donbass, il y a une intensification des bombardements. Anormale. Intensification, ça a été crescendo depuis quelques mois, c'est monté. Et là, au mois de février, il y a vraiment une intensité des bombardements contre le Donbass et qui tue énormément de civils, femmes, enfants, etc. Ça, on n'en parle pas. On a très peu médiatisé ce massacre. Donc, intensification des bombardements, premier élément. Deuxième élément, c'est une concentration des troupes ukrainiennes anormales au bord du Donbass, comme s'ils allaient attaquer. Et le troisième signal pour Poutine, c'est qu'une activité aérienne anormale, intense. Donc ces 3 éléments-là, liés, et si on associe à la charte de partenariat stratégique de novembre 2021, qui anticipe une attaque ukrainienne contre le Donbass, Poutine sait que l'Ukraine va attaquer. Donc il le sait. Quand ? Et voilà, et c'est pour ça qu'il attaque Poutine. Donc c'est mon deuxième point là de la 7e partie, c'est l'attaque russe, une attaque russe préventive pour neutraliser la menace. Donc Poutine, à connaissance de cette charte de partenariat stratégique, à connaissance de l'intensification des bombardements, concentration des troupes, activité aérienne anormale. Et en plus, donc, dans l'attaque russe préventive pour neutraliser la menace, dans cette partie-là, j'ai retrouvé un discours pro-OTAN de Zelensky à la conférence de Munich du 19 février 2022. Donc, 3 jours avant l'attaque russe, il y a Zelensky qui fait à nouveau son cirque à l'OTAN et qui donc franchit les lignes rouges dont j'avais parlé tout à l'heure de Poutine fixé à Munich. Donc il dit il faut me laisser rentrer à l'OTAN, je veux l'OTAN, etc. Tout le monde applaudit. Donc on se fout de la gueule des Russes. En gros, c'est voilà donc c'est grave ce qui s'est passé. Et à la conférence de Munich sur la sécurité, à chaque fois, donc Poutine avait produit son fameux discours de Munich, donc à cette fameuse conférence de Munich sur la sécurité. Et là, le joli pied de nez de l'histoire, Zelensky se permet de faire un discours pro-OTAN devant un public atlantiste acquis à sa cause, donc le 19 février 2022. Et donc là, ça déclenche la colère. Enfin, Poutine, je pense, c'est un animal à sang-froid, donc il est en colère, mais il garde quand même une certaine une réflexion raisonnée, rationnelle. Et il déclenche l'attaque le 24 février 2022. Donc moi, comme je vois ça, c'est d'abord pour protéger le Donbass. Donc il y avait vraiment une attaque imminente des Ukrainiens. Ils ne pouvaient pas laisser massacrer la région. Ils ne pouvaient pas. Il y a une population en partie russe qui y vivait.
Ça faisait des années, depuis 2014, qu'il y avait des bombardements, que les accords de Minsk ont été enterrés, qu'il y a eu un pacte ukraino-américain qui prévoit d'attaquer, donc poursuivre la guerre, de s'asseoir officiellement sur les accords de Minsk. Donc Poutine n'en peut plus. Donc, comme il menace sur le Donbass, ben lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer, mais il va attaquer le premier. Et donc le 24 février, c'est tout simplement une attaque pour anticiper l'attaque ukrainienne qui se prépare. Et ce que veut faire Poutine à l'époque, comme je l'ai compris, c'est que en fait, il voulait contrôler le Donbass, enfin le protéger, déjà la protéger des bombardements arrêtés, et l'armée russe est montée jusqu'à Kiev, non pour envahir l'Ukraine, c'est une aberration, c'est une absurdité, mais pour dégommer donc à la soviétique, Zelensky à Kiev. Mais il semblerait que les para-américains étaient avertis, enfin protéger le Zelensky, le courageux, etc. Tout était prévu, donc ils n'ont pas pu atteindre Zelensky, sinon le problème aurait été réglé depuis. Je pense. Après, bon, mais voilà, ils ont pas pu l'atteindre parce que tout avait été prévu d'avance, et donc ça échoue, et donc la Russie revient redescend. Mais ils ont jamais voulu envahir, c'est des conneries, ça c'est dans les médias occidentaux qu'on parle d'invasion. Je répète, l'armée russe, c'est 1 200 000 hommes. S'ils veulent vraiment envahir l'Ukraine, ils auraient mis beaucoup plus. Là, au final, ils ont mis que 100 000 soldats. Bon, aujourd'hui, il y en a un peu plus, parce que justement, il y a une guerre qu'en face, ils sont armés par les Américains. Et donc, Poutine a dit, tant que vous armez, moi, je vais continuer la guerre, et si je peux, je vais avancer. Parce que vous allez alimenter la guerre, en armant comme vous. Alors que la cause est, pour moi, on va en reparler, mais la cause est acquise, hein. La Russie a gagné, là, depuis un moment. Et donc, tout jour supplémentaire sont des morts en plus pour rien. On a sacrifié, je vous l'ai dit, là, il y avait moi, je ne sais plus si j'en ai parlé, parce que je parle beaucoup, mais en février, enfin, il y avait un accord de paix qui était prévu, qui devait être signé, qui était sur le point de signer. Et les Anglo-Américains sont arrivés pour empêcher Zelensky de signer la paix. Donc il n'y aurait jamais eu, dès le début de l'attaque ou de l'invasion russe, il y a eu cet accord de paix qui était sur le point d'être... Tout était conclu. Hein. Puis au dernier moment, les Américains et les Anglais sont arrivés, surtout les Anglais qui sont anti-russes d'une façon assez incroyable, et qu'on suit. Et donc qui sont arrivés pour empêcher la signature d'accords de paix qui aurait évité aujourd'hui, chiffrer les morts, c'est très dur. Franchement, ça peut être... peut-être 1 million de morts, mais c'est très dur. Les fourchettes sont très larges. Peut-être des deux côtés. Après, qui a plus perdu l'un que l'autre? Ça, c'est très dur à voir. Tous les médias sont complices alors. Hein? Tous les médias sont complices. Disons qu'ils s'embêtent pas, quoi. Ils ont une information qu'on leur donne, ils s'en tiennent, ça évite de réfléchir. Ils sont plus dans la propagande. Ouais. C'est ça le problème. Ouais. Non mais non. Ouais. Et c'est ce qui est troublant. J'ai vu ça dans une émission très bien faite là, avec le journaliste français là qui a été viré de. Tous sont virés un par un dès qu'on s'éloigne de la pensée dominante. Alors je sais plus ce que je voulais dire, je parlais de quoi là? La presse. La presse et les médias. Alors je sais plus ce que je voulais dire, je vais être fatigué. La presse et les médias. Alors je sais plus ce que j'ai la phrase, c'est pas grave. Qui quoi? Ah ouais, c'est comme il s'appelle. Ouais, il y a plusieurs journalistes qui ont été virés. Il y a eu les chaînes quand même RT et Sputnik qui faisaient un super boulot. Franchement, c'était pas parce qu'ils étaient... Ils présentaient eux-mêmes, le disaient de manière... Ils étaient pas... Il y avait aucune pression, il y avait d'excellents journalistes français qui étaient recrutés, il y avait des débats, il y avait vraiment c'était fabuleux. Même moi, je m'enrichissais, Et là, la France les a interdits, là, à cause... C'est troublant. Même durant la Seconde Guerre mondiale, on n'avait pas fait ça aux Allemands, quoi. C'est assez troublant, les parallèles qu'on peut faire. Le verrouillage de la presse, voilà, le problème aujourd'hui en France, c'est que vous n'avez plus qu'une vision. C'est très, très dangereux. Et dès que vous zappez, et dès que vous essayez de présenter une vision qui se démarque un peu trop de la vision dominante, vous voyez très vite les portes qui se ferment.
Moi, j'affronte ça, moi, sur les réseaux, enfin les réseaux, les journaux, les revues qui me publient. Hein, je cite rien, mais il y a mes journaux fétiches là qui me ferment un peu les portes parce que sur la Russie, ils sont pas contents. Hein? Ouais, c'est ouais, c'est par exemple le journal de l'Humanité. J'ai été régulièrement publié par le journal Lumac, hein, régulièrement, parce que chaque semaine quasiment. Et ça c'est sur la Russie, c'est un thème à pas aborder, j'ai vu que ça c'est avant, les mêmes articles étaient publiés comme ça. Aujourd'hui, on sent qu'ils ont eux-mêmes une pression de je sais pas d'où, mais à pas publier des trucs qui pourraient laisser penser à une attitude pro-russe. Laisser penser, hein. Parce qu'à partir du moment où on s'écarte de la vision dominante, on est catalogué de complotistes, de vision pro-russe, ce qui est une aberration. Vous voyez bien, moi j'ai les chiffres, j'ai les arguments, j'ai tout établi qui montre qu'il y a eu quand même des fautes des deux côtés. Mais pour moi, il y a eu vraiment ce qui a déclenché la guerre, ce sont des provocations anormales, quoi. Pour moi, c'est très clair, quoi. Cette guerre aurait jamais dû avoir lieu, quoi. C'est le nom de respect de Minsk. Ouais. Surtout, ouais. Elle a dit, elle a fini par dire. Oui, ils avaient fait ce en guise de, ouais. J'avais compris ce qu'elle avait dit. En guise de boutade, ouais, elle a dit. Ouais. Pour ne pas les garantir et pour laisser faire qu'ils s'arment, que l'Ukraine a. Voilà. Et ça, ils l'ont reconnu. Après, voilà. Donc, on découvre des trucs peu à peu, mais moi, je le disais bien avant. On peut parler de droit d'ingérence humanitaire. Ouais. Là, théoriquement, ouais.